Salut, c'est Julien et bienvenue dans cette vidéo. On va parler du Hackintosh. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo là-dessus. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les logiciels, évidemment, c'est plutôt là-dessus que ma chaîne porte, mais j'ai fait un peu de Hackintosh depuis plusieurs années. Et en fait, paradoxalement, je prends la parole sur l'Hackintosh pour dire qu'en fait je n'en fais plus. Donc pour ceux qui se posaient la question, je continue à recevoir des tonnes de messages parmi vous, de gens qui me demandent quel type de config il faut monter, quel type de pièces il faut choisir. Et bon, c'est assez chronophage, puisqu'évidemment, pour savoir si les pièces fonctionnent ensemble, il faut regarder si les choses ont été testées. Donc je veux vraiment pas répondre à tous ces trucs là, parce que c'est vraiment extrêmement chronophage. Et il y a des choses dont on sait qu'elles marchent. Si vous regardez mes précédentes vidéos, vous le saurez, elles datent un petit peu, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont toujours vraies, si ce n'est que les générations ont juste évolué, notamment chez Intel. Sur le Hackintosh, ce qui est plus facile maintenant, c'est d'installer sur du AMD, du Ryzen, ou Ryzen si on prononce à la française, je sais pas, mais c'est plus facile maintenant de faire un Hackintosh avec du AMD. Moi, quand mon dernier Hackintosh date de 2018, avec un 8700K Intel, et c'était à l'époque quasiment impossible on pouvait l'installer, mais les performances étaient vraiment pourries. C'était pas viable en fait, on pouvait pas raisonnablement travailler avec un Hackintosh sur une plateforme AMD. Qui plus est, l'intérêt de se mettre sur macOS est quand même d'utiliser plutôt les applications qui sont faites pour macOS, donc j'ai envie de dire pour la vidéo plutôt Final Cut, même si DaVinci Resolve marche très bien. Définitivement Hackintosh pour faire du Premiere, je vois pas l'intérêt, mais du coup ça veut dire qu'il vaut plutôt mieux partir sur du Intel, puisqu'évidemment il y a l'accélération du GPU intégré Intel qui fait une grosse partie du boulot dans Final Cut. Bref, en gros, les configs n'ont pas beaucoup changé depuis, mais par contre le sujet est intéressant, notamment parce que évidemment ça vous a pas échappé, mais Apple a annoncé sa transition, on le sentait venir évidemment, sa transition sur ses propres circuits, sur ses propres processeurs et processeurs principaux, CPU, processeurs centraux, et graphiques, c'est-à-dire GPU, tout va avec. Et ça c'est un truc qui est assez important, parce que ça va déclencher donc je sais plus, troisième période de transition, je sais plus combien en année chez Apple, mais il y avait eu le passage du Motorola au PowerPC, puis du PowerPC à Intel, et maintenant il y a du Intel à ARM. Donc en gros, Apple est déçu du peu d'innovation d'Intel, des difficultés d'Intel à baisser la consommation de ses processeurs tout en augmentant la puissance, et il y a évidemment le fait que du coup Apple est tributaire d'AMD aussi, à cause de très mauvais rapports avec Nvidia, et j'ai envie de dire, c'est probablement le truc qui m'exaspère le plus, parce que sans rentrer de guéguerre les verts contre les rouges, mais quand même là avec par exemple la sortie de la génération Ampère de Nvidia, de la 3080 RTX, je veux dire clairement côté processeur graphique, la puissance, l'innovation, le rapport performance-prix, sur toutes les gammes, il est chez Nvidia depuis de nombreuses années. Il y a quelques petites niches où de temps en temps, à un certain tarif, il y a une AMD qui vaut mieux qu'une autre, qui vaut mieux qu'une Nvidia, mais c'est très très rare. Bon, Apple a très bien optimisé les choses pour AMD, mais du coup il s'est rendu complètement esclave d'un seul constructeur, qui a du coup de la peine à suivre. C'est-à-dire souvent chez AMD ça consomme plus, ça chauffe plus, c'est un peu plus cher et c'est pas vraiment plus performant. C'est pas forcément moins bien, mais pour le même prix on fait quand même bien mieux chez Nvidia, plus les technologies qui sont quand même chez Nvidia propriétaire et qui marche bien, dont on le sait, et notamment je pense à tout ce qui est optimisé pour CUDA. Donc évidemment sur Apple, l'accélération va se faire OpenCL et maintenant surtout avec Metal, donc c'est là aussi du propriétaire contre du propriétaire, mais bon, en gros ils se sont quand même rendus très tributaires d'Intel qui peine à innover et de AMD qui court après Nvidia. Je comprends que la situation n'est pas très très confortable, et que pour l'avenir il vaut mieux pour Apple, et je pense que c'est vraiment le bon move qu'ils sont en train de faire, que de miser sur ses propres processeurs graphiques et ses propres CPU, ses propres processeurs centraux. Au moins ils maîtrisent tout, ils innovent comme ils veulent, et surtout ce sera tellement bien intégré au matériel que les performances seront probablement très bonnes. La question c'est quoi? C'est par rapport au sujet du jour qui est le Hackintosh, qu'est-ce que ça donne? Bon, pour ceux qui sont pas peut-être qui font pas de développement ou qui connaissent pas les trucs techniques dits de bas niveau, c'est-à-dire proches de la machine, en gros un système d'exploitation il est écrit comme un programme, comme tous les programmes d'ailleurs, pour une architecture, c'est-à-dire la façon dont le processeur travaille, comment il calcule les choses. On va dire qu'il a son propre, un peu comme s'il avait son propre langage,
Et donc une architecture dite Intel, c'est pas la même chose qu'une architecture dite ARM par exemple. C'est-à-dire ça fait des calculs, ça tombe des 0 et des 1 des milliards de fois par seconde, mais ça le fait pas de la même façon, c'est-à-dire on s'adresse pas à la machine de la même façon. Donc quand votre système d'exploitation il est codé, optimisé pour Intel, des programmes qui ont été écrits pour ARM, pour une autre architecture, il ne saura pas comment les lancer, il ne saura pas quoi en faire, et évidemment l'inverse est vrai. Ça veut dire que là, quand Apple va commencer à sortir ces machines à base de processeurs qui ne sont pas Intel, mais des processeurs dits Apple Silicon, mais qui sont en fait sur une architecture ARM à la base, ARM qui a été racheté par Nvidia, on va en parler juste après, ça veut dire que le système doit être compatible pour les deux. Donc là, par exemple, le prochain macOS qui sort, ça s'appelle Big Sur, et ça va être prévu pour les deux, c'est-à-dire qu'il y aura une version qui s'installera pour des Mac. En gros, quand un Mac Intel est détecté, c'est cette version qui va être téléchargée sur l'App Store et qui va être installée, ou qui va être installée d'office si vous achetez un Mac Intel neuf évidemment. Et si c'est un Mac à base de processeur Apple Silicon, c'est la version pour Apple Silicon qui va être installée. Donc en gros, ça veut dire qu'on aura deux versions du système pendant 2 ans, qui est la période de transition pendant laquelle Apple a dit qu'ils allaient maintenir les deux. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on aura un macOS Intel, on ne pourra pas exécuter les applications qui ont été codées pour ARM. Par contre, l'inverse, oui, c'est-à-dire que la nouvelle architecture, Apple Silicon, sera capable d'émuler, comme on dit, c'est-à-dire d'exécuter des instructions qui ont été faites pour Apple Intel. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 2 ans, macOS pourra, sur les nouveaux ordi Apple à base d'Apple Silicon, exécuter les vieux programmes. Et ensuite, ce sera la charge des éditeurs de venir porter, comme on dit, leur application sur les macOS qui s'exécutent sur Apple Silicon. Au bout de 2 ans, le truc c'est que si cette période de transition dure que 2 ans, 2 ans c'est pas mal, à l'échelle de l'industrie c'est beaucoup, mais ça veut dire que dans 2 ans, votre Mac Intel, si vous avez acheté l'architecture actuelle, par exemple le dernier iMac, là je suis sur l'Apple Store, le dernier iMac de cette génération avec ce design probablement, qui est une machine excellente en plus, parce que vraiment il y a une bonne carte graphique en option, on aura des 5700 pour une fois. On peut aller jusqu'à 10 cœurs, il n'est pas si cher que ça avec un écran de très bonne qualité. Si vous faites la même chose sur PC, la même config, vous allez probablement vous en tirer pour le même prix. Sauf que vous n'arriverez pas à intégrer les choses aussi bien que sur un iMac. Donc cette machine elle est particulièrement intéressante par exemple. Mais sa durée de vie c'est quoi? Sa durée de vie c'est que macOS ne s'installera sur cette machine, les prochaines versions de macOS, que dans 2 générations. Donc si on dit que la transition dure 2 ans, il y aura Big Sur, il y en aura un autre. Alors ça dépend si je commence à compter 2 ans révolus ou pas, mais a priori il y aura que le macOS qui va sortir et éventuellement 2 autres, à mon avis peut-être qu'un seul autre. Après cela, donc en 2024, 2023 plutôt, il n'y aura pas de nouvelles versions de macOS qui s'installeront sur Mac Intel. Et donc évidemment les éditeurs vont faire pareil, les éditeurs vont supporter ça pendant 2 ans pour que ça s'exécute sur le N et le N-1, mais ensuite à partir de 2023, ou je sais pas, 2023, si on dit 2 ans, il n'y aura pas par exemple de Photoshop CC 2023 sur Mac Intel. Si on suit la logique, s'ils suivent la même période de transition. Donc c'est quand même, vous achetez une machine qui va continuer à fonctionner, elle ne va pas s'éteindre dans 2 ans. Mais dans 2 ans, il n'y aura plus de nouvelles versions. Vous serez collé avec la version de la dernière en date, qui sera, je sais pas, a priori je dirais, si on parle d'Adobe, je sais pas, Creative Cloud 2023 par exemple. Quoi. Tout ce qu'il y aura après, vous ne pourrez pas l'installer parce qu'Adobe va dire, non, je code mon truc que pour Apple Silicon, je le code pas pour Apple Intel. Donc c'est quand même embêtant, vous achetez une machine là aujourd'hui Mac Intel, qui a une durée de vie de 10 ans d'un point de vue matériel, enfin le temps qu'elle meurt, que les composants grillent, je sais pas, mais qui d'un point de vue logiciel ne pourra suivre les mises à jour que pendant 2 ans. Ça peut être un problème, quand même. Et encore, il faut être sûr que les éditeurs ne suivent pas une révolution plus vite, c'est-à-dire que par exemple qu'Adobe, on va le voir à l'Adobe Max dans quelques semaines maintenant, faudrait pas qu'Adobe dise, vous savez quoi, la version qui arrive, c'est la dernière qui fait les deux, la version directe suivante, c'est que Apple Silicon. A priori non, parce que pour l'instant, le line-up de produits Apple, il n'y a même pas une seule machine encore Apple Silicon. Mais probablement à l'heure où je vais sortir cette vidéo, donc octobre 2020, j'enregistre le 6 là, les premières vont être annoncées en fin d'année, ça va être des petites machines, qui n'ont pas besoin de beaucoup de puissance, on mettra du temps avant d'arriver au iMac, ou iMac Pro, MacBook Pro, etc. Je pense. Donc pour l'instant il n'y a pas le feu, mais vous avez quand même une période de 2 ans où ça va flotter un petit peu, et où, à mon avis, acheter un ordi Apple à base de processeur Intel, ça va être un pari assez bizarre en fonction de votre job, en fonction de si vous avez besoin de faire les mises à jour. Et donc dans tout ça, le Hackintosh
Quel est le problème? Eh ben, le problème, c'est que dans 2 ans, macOS qui ne sera compilé et compatible qu'avec des instructions ARM, donc Apple Silicon, il ne pourra pas s'installer sur une architecture Intel, sur un PC classique. Donc il n'y a pas de Hackintosh possible, c'est juste aussi simple que ça, c'est-à-dire que là pendant 2 ans, on pourra faire du Hackintosh, probablement, pas de raison que ça s'arrête, il y aura toujours les mêmes protections qu'on va pouvoir faire sauter, enfin ce ne sera pas un problème. Mais dans 2 ans, il n'y aura plus de macOS qui s'exécute sur des architectures Intel. Donc vous risquez pas de faire un Hackintosh, vous ferez un Hackintosh jusqu'à le macOS de dans 2 ans. Après c'est fini. Et quand bien même vous arriviez à avoir un macOS qui tourne sur votre processeur Intel, déjà qui ne peut pas être basé sur ARM parce que c'est pas possible, mais de toute façon les éditeurs derrière ne continueront pas eux à porter leur version. Peut-être quelques éditeurs, petits éditeurs, je pense à tous les trucs du style comptabilité, cabinet de docteur, médecin, trucs dentaires, dentiste, tous les jobs qui ont vous savez, ces applications bizarres où ils gèrent leurs rendez-vous et tout. Ça c'est des gens qui clairement achètent une machine, ils la gardent 15 ans quoi. Donc forcément, ces éditeurs d'applications savent qu'ils devront vraiment rétro-porter leurs applications. Ils feront une version pour les Mac nouveaux, et ils feront une ancienne version qui s'exécute sur l'architecture Intel. C'est d'autant plus facile entre guillemets, pour ceux qui ont une audience sur Windows déjà. Par exemple, tous les logiciels qui sortent sur Mac et Windows, enfin sur Mac et PC, même si ça ne veut pas dire la même chose, bah forcément ils font déjà l'effort de coder pour les deux plateformes, quoi. Alors attention, on code pour une plateforme, mais on code en vrai pour un système d'exploitation, et c'est le système d'exploitation qui exécute évidemment le code pour la plateforme. Donc après vous pouvez faire des optimisations dites de bas niveau pour être au plus près du matériel et vraiment optimiser. C'est plutôt le jeu des trucs qui sont en temps réel, de la vidéo et des jeux vidéo évidemment, qui se rapprochent vraiment très près du matos pour pouvoir en optimiser le maximum. Mais c'est le job du système d'exploitation de parler avec le processeur. En gros, le langage qu'on utilise par exemple sur Mac Swift, ce sera toujours le même langage. C'est juste qu'à la fin on compile soit pour Mac Intel ou pour Mac Apple Silicon. Et sur Windows c'est un petit peu différent évidemment. Mais il y a un environnement, il y a Visual Studio par exemple, qui existe, je sais pas si ça existe sur Mac, je sais qu'ils l'ont sorti sur Linux aussi, il me semble. Enfin bref, en gros, vous avez votre langage de programmation, et à la fin, pourquoi on compile. Et le problème du Hackintosh, c'est que si dans 2 ans, à partir de dans 2 ans, il n'y a plus de macOS qui s'installe et qui se lance sur une architecture Intel, vous risquez vraiment pas de pouvoir faire un Hackintosh. Donc là, pour l'instant, sauf miracle, le truc Deus Ex Machina qui vienne sauver le truc, et je vois pas comment ça peut arriver, il n'y aura plus de Hackintosh sur les nouveaux macOS dans 2 ans. Vous pouvez faire jusque dans 2 ans, et après on n'aura plus la possibilité d'installer un macOS récent, le dernier, sur une architecture, sur un PC, sur un PC classique, j'ai envie de dire, architecture Intel, ou AMD Ryzen si vous voulez, enfin peu importe quoi. Donc c'est quand même un peu emmerdant pour ceux qui ont misé là-dessus. Vous pourrez toujours, encore une fois, vous monter Hackintosh jusqu'au dernier moment, et garder la version des logiciels le plus longtemps possible, jusqu'au jour où vous aurez vraiment une mise à jour d'un logiciel qui vous est indispensable, qui sera forcément faite que pour Apple Silicon, si vous êtes toujours sur macOS, et dans ce cas-là, ben, vous pourrez juste pas l'installer quoi. Donc il faudra vraiment, j'ai pas la réponse là, c'est à vous de décider, mais en fonction de votre job, il va vraiment falloir se poser la question, si vous avez investi dans le Hackintosh, y compris pour travailler, quand en monter un autre, et est-ce que ce truc est vraiment viable sur la durée. On pouvait évoquer jusque-là les difficultés à faire des mises à jour, la nature instable d'un hack. C'est un Hackintosh, ça reste un hack, c'est pas fait pour être installé sur n'importe quoi. macOS c'est fait pour être installé sur des ordinateurs Apple. Ce qui le rend performant, c'est que ça ne se lance que sur une petite partie de matos, donc c'est pour ça qu'on bidouille en faisant du Hackintosh, c'est que c'est pas prévu pour. En réalité, on se rend compte que ça marche bien quand on choisit bien ses composants, mais c'est quand même pas le truc le plus stable du monde. Personnellement, j'ai un job où enregistrer des tutos, faire du graphic design, faire de la vidéo pour mes clients, pour mon agence. J'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je ne fais pas que des tutos, je suis graphiste depuis 20 ans. Je suis dépendant du matériel, mais c'est pas un truc qui est ultra... comment dire, c'est pas très très lourd quoi. Je suis pas en train de faire des trucs pour la recherche, je suis pas en train de faire des trucs pour l'aérospatiale, bon voilà. Donc je suis un public, une audience qui peut s'accommoder d'un Hackintosh, et puis je suis un gros geek, vous avez compris, donc c'est pas incompatible avec une machine qui potentiellement peut un matin ne plus se lancer quoi, enfin, ou en tout cas il y a eu une mise à jour et ça m'a tout flingué. Alors si on est prudent avec Time Machine, etc., ou faire des sauvegardes à la main, on peut se débrouiller avec Hackintosh, mais j'ai jamais recommandé vraiment Hackintosh pour des gens qui peuvent pas se permettre un matin d'arriver que leur machine marche pas quoi. Je suis désolé qu'à Hackintosh ce truc là peut arriver quoi, donc si vous avez vraiment absolument besoin de macOS, et ne pas vous permettre qu'une seule fois, une seule journée dans l'année, votre machine, hors problème matériel évidemment, mais vous voulez pas rajouter une couche d'incertitude, clairement faut pas faire un Hackintosh. En plus de ça, et on va finir là-dessus,
Nvidia a racheté ARM, qui est la société qui détient tous les brevets et toute l'architecture en fait de ce type de processeur, qui existe depuis très longtemps accessoirement, et qui a fait beaucoup d'innovations ces 15 dernières années en prenant très tôt le virage de l'autonomie pour les plateformes mobiles. Et c'est pour ça qu'ils ont un peu tout bousillé sur les téléphones, c'est que c'est vraiment une architecture qui s'accommode très facilement, de bonne vitesse d'exécution et de peu de consommation, donc d'une bonne autonomie, d'un faible impact sur la batterie. Alors qu'Intel a eu beaucoup de mal à améliorer la consommation de ses puces. Ils ont fait des gros progrès il y a 10 ans, mais en tout cas depuis au moins 5 ans, depuis 2015 et Skylake, il n'y a pas vraiment de réelle innovation, quoi. Ce qui fait qu'on est toujours à des autonomies de portables de 5-6 heures au mieux pour les meilleurs portables. C'est-à-dire que les générations de processeurs évoluent, mais l'autonomie n'évolue pas, elle est toujours dans les meilleurs avec la plus grosse batterie autour de 5-6 heures, quoi. Par exemple pour un MacBook Pro, ou chez Razer si vous prenez vraiment un XPS par exemple, en gros c'est portable assez haut de gamme, mais puissant. Apple, on veut pas faire 5-6 heures, chez Apple on veut faire une grosse journée de travail sans le brancher. C'est-à-dire vraiment, je le lance le matin à 8 heures, je rentre chez moi, je sais pas, 18 heures, je vois les horaires que vous faites, et je rentre chez moi et je peux encore regarder un film ou deux dessus, quoi. C'est-à-dire, je veux 12 heures d'autonomie par exemple. Ça, Intel, ça n'existe pas, c'est pas possible, quoi. Pas encore en tout cas. Alors là, il y a eu des annonces, une vidéo de Dave Studi qui montre que la prochaine génération de puces portables, il y a vraiment un gros coup de fouet, y compris dans la partie mobile avec le nouveau processeur Iris, puisque vous savez que Intel travaille sur sa carte graphique, son vrai processeur graphique, pas intégré, une vraie carte graphique dédiée. Donc ça commence enfin à porter ses fruits. Donc non seulement en gros le gros concurrent du fournisseur d'Apple, AMD, qui est Nvidia, a racheté l'architecture que Apple va utiliser pour son Apple Silicon, mais en plus, Intel, qui avait besoin de se réveiller, qui est en train de perdre Apple, ils vont s'en remettre, il n'y aura pas de problème, mais ils sont en train en fait de se réveiller au moment où Apple a décidé de partir. Je pense qu'Apple fait bien de partir, donc il y a une grosse période d'incertitude, à la fois pour ceux qui vont acheter du vrai matos Apple, et pas une période d'incertitude pour la Macintosh, parce que vous pouvez continuer à monter, pendant 2 ans on peut continuer à monter, mais après 2 ans, on pourra plus. Donc est-ce que ça vaut le coup de continuer à en faire? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à miser là-dessus, à vouloir travailler là-dessus? Je sais pas, j'ai pas vraiment la réponse, je voulais juste Je me suis aperçu en fait en parlant avec des amis que les gens comprenaient pas bien ce que ça voulait dire changer d'architecture processeur. Les gens réalisent pas à quel point c'est très important. Qui plus est, dernier petit détail, on a encore peu d'infos sur les performances. A priori elles sont excellentes, mais on a a priori peu d'infos, et encore moins sur la partie graphique en fait. C'est-à-dire, est-ce que tous les programmes qui ont un usage lourd de la carte graphique, et je parle pas des jeux parce qu'on va pas sur macOS pour jouer, quoi, clairement, mais de toutes ces applications style voilà, vidéo, After Effects, VFX, rendu 3D, etc., cinéma 4D, Maya, des trucs qui sont quand même très dépendants du GPU, en particulier sur les moteurs de rendu GPU évidemment, style Octane, etc. À quel point en fait cette nouvelle architecture dont on ne connaît rien, si ce n'est qu'elle équipe les iPhones et les iPads, les iPad Pro notamment. Il y a a priori de bonnes performances, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner sur une machine de bureau qui a vraiment besoin de puissance. Donc il y a beaucoup d'inconnus, et je vais vous livrer ma conclusion. J'ai toujours mon MacBook Pro de 2018 que je vais garder, je ne vais pas le vendre, et je ne vais pas en racheter un autre. C'est pas aujourd'hui clairement qu'il faut acheter un Mac Intel, sauf si vous vous dites, j'accepte que dans 2 ans, je ne pourrai plus faire de mise à jour majeure. Je pourrais juste garder en l'état comment il est, tel qu'il marche, mais je ne pourrais pas faire de mise à jour majeure. Si vous êtes ok avec ça, pourquoi pas. Définitivement, je ne fais plus de Macintosh. J'en fais plus depuis 2 ans déjà, depuis 2018. Pourquoi? Parce que je suis passé chez AMD en processeur, je suis toujours chez Nvidia en carte graphique évidemment. Et que du coup, c'était compliqué à installer, que je trouve pas ça très stable. Et que, accessoirement, je me suis éloigné des logiciels qui se basent sur la puce intégrée Intel. Donc en gros, je recommence parce qu'il y a eu du bruit. J'ai jamais été très Final Cut, qui se base évidemment sur une carte dédiée, mais qui tire beaucoup parti de la puce intégrée Intel. Et je suis passé plutôt sur Resolve pour faire mes montages, qui lui utilise très bien, qui s'accommode très bien d'une puce qui n'est pas Intel, et surtout qui, dans le dédié chez Nvidia, peut rendre avec l'encodeur Nvidia NVENC, qui est vraiment un encodeur exceptionnel. Et là aussi, c'est le genre de truc, quand on compare l'encodeur MP4 chez Nvidia par rapport à celui d'AMD, c'est-à-dire vraiment l'encodeur qui tourne sur la carte graphique, il n'y a vraiment pas photo en termes de perf entre les deux. Donc en gros, je me suis éloigné de cette architecture. Je suis plus Intel plus Nvidia, je suis AMD plus Nvidia. Et donc le Macintosh était vraiment pas un bon candidat pour ce truc-là. Et il y avait déjà quand même des rumeurs que, bon, on voyait bien qu'Apple était en train de plus en plus en train de pousser vers
des processeurs AE fait maison qui commencent à concurrencer. On commence à voir les benchmarks à l'époque. L'iPad Pro est au niveau d'un portable pas trop mauvais. Enfin, on commence à se dire, tiens, quand même, il pousse un peu dans cette direction. Donc j'ai laissé tomber, j'ai pas laissé tomber macOS, j'ai laissé tomber le Hackintosh. Et là, pour le moment, maintenant que la transition est annoncée, j'ai clairement pas l'intention d'acheter un Mac à base d'Intel, un nouveau Mac à base d'Intel, même si pourtant le line-up est excellent, hein. Le MacBook Pro 16 pouces, c'est un très bon rapport qualité-prix, l'iMac, le dernier iMac est excellent, c'est probablement le meilleur iMac qui ait jamais sorti, très paradoxalement, mais c'est celui qui n'a pas, d'un point de vue logiciel, n'a pas de visibilité au-delà de dans 2 ans. Donc il y a un truc qui dit il est urgent d'attendre, je pense que ça n'a jamais été aussi vrai en fait. Attendons de voir à quoi vont ressembler les Macs à base de processeurs Apple Silicon. Attendons de voir ce que les éditeurs de logiciels vont faire. Est-ce qu'ils vont vraiment rendre leur nouvelle version? Par exemple, je sais pas, imaginez un Adobe qui sort un Apple Creative Cloud en 2024, mais il le porte pour que ça s'exécute sur la version de macOS d'il y a 2 ans. C'est possible, je veux dire en code c'est possible, c'est super chiant. En termes d'optimisation, ça va leur faire plusieurs versions. Mais c'est toujours possible de faire ce qu'on appelle des backports comme ça. Ça existe chez Linux. Par exemple, vous avez des logiciels pour une certaine distribution qui tirent parti de la dernière version de la distribution et des librairies qui ont été mises à jour, etc. Mais il y a des mecs qui vont aller porter, rendre ce code compatible avec d'anciennes versions pour que ceux qui n'ont pas fait la mise à jour, qui ont vraiment la distribution d'il y a 2 ans, puissent continuer à utiliser les nouvelles versions. Et ça, c'est le genre de phénomène qui est possible probablement en logiciel libre parce qu'on a les sources et que du coup ça coûte pas de temps commercial, mais un éditeur comme Adobe qui est là pour faire du pognon, Adobe et les autres évidemment, ils vont pas s'embêter à rendre compatible un logiciel qui a été optimisé pour le macOS de 2024 et le rendre aussi compatible pour le macOS de 2022 qui va être de 2023, qui est le dernier à être compatible sur un Mac Intel. Clairement, je dis pas que j'ai pas de boule de cristal, mais je les vois mal faire ça, quoi. Ça va coûter de l'argent, ça va concerner une niche de personnes, ils vont dire les gens ils n'ont qu'à faire la mise à jour et voilà, ils ont qu'à changer de matériel et voilà. Donc c'est vraiment une période là de 2 ans qui va être très spéciale, et en particulier au niveau du line-up, quand en plus chez Apple, les ordinateurs à base d'Intel et de Apple Silicon vont se mélanger. Il y aura probablement là à la fin de l'année, j'imagine un Mac mini ou un petit MacBook Air ou un petit MacBook à base de Apple Silicon, conjointement à des MacBook Pro à base de Intel, par exemple. Ça c'est sûr que ça va arriver, tout va pas arriver d'un coup, quoi. Donc vraiment c'est un moment assez spécial dans l'histoire d'Apple, et c'est un moment assez spécial pour les créatifs, parce que je pense que c'est mon audience, donc photographes, musiciens, vidéastes, qui ont besoin de macOS, ou qui, moi je dis, pensent avoir besoin, parce que vraiment ce serait plutôt le moment de considérer autre chose, mais si vous êtes vraiment très dépendant de macOS et que c'est vraiment un truc qui vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs, vous n'avez pas envie d'aller voir chez Windows 10 par exemple, parce que vous avez vos habitudes, vous avez vos licences, vous avez acheté vos petits logiciels et tout, je comprends très bien, vous avez un iPhone en plus, regardez, voilà, moi je suis sur un iPhone, c'est super pratique évidemment d'avoir les iMessage qui arrivent directement sur le bureau, etc. Donc tout ça je l'entends très bien, et du coup si vous êtes tributaire de cet environnement là pendant 2 ans, et il va y avoir des turbulences, c'est évident, quoi. En tout cas je suis très curieux d'avoir votre avis sur la question, j'ai pris du temps pour prendre la parole là-dessus, il y a eu beaucoup de vidéos qui sont sorties tout de suite après la conférence Apple qui annonçait la transition, et puis finalement derrière il y a eu l'annonce du rachat de Nvidia qui jette une grosse inconnue sur en gros la pérennité de toute la technologie ARM que Apple utilise dans ses produits, dans ses nouveaux, donc sans Apple Silicon, ses processeurs à la fois CPU et GPU. Donc là aussi une partie de la question pour laquelle sur l'avenir on n'a pas la réponse, quoi. Mais ça donne quand même un débat assez passionnant sur une technologie qu'on utilise quand même tous les jours pour travailler, et qui a jamais eu depuis vraiment l'annonce de Apple de la transition vers Intel, il n'y a pas eu un tel changement qui implique autant de choses pour les éditeurs, et donc au final pour nous les utilisateurs, et en particulier pour ceux qui bidouillent comme nous pour le Hackintosh, où là clairement ça va être très compliqué. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, posez-moi les questions aussi, je me rends compte vraiment encore une fois que beaucoup de gens mélangent un peu les choses sur l'architecture, le système d'exploitation, est-ce que les programmes vont être mis à jour, est-ce qu'ils vont pouvoir marcher entre Apple, Intel, machin, enfin entre Apple Silicon, ARM, voilà, il y a beaucoup de confusion autour de tout ça, j'espère que ma vidéo vous y répond un tout petit peu, mais n'hésitez vraiment pas à poser vos questions et qu'on puisse en parler dans les commentaires. Si jamais c'est quelque chose qui vous turlupine, en particulier si vous êtes en train de considérer d'acheter une nouvelle machine Apple ou de vous faire un Hackintosh. C'est peut-être le moment de poser vos questions. En tout cas, voilà, je voulais juste prendre la parole là-dessus. On reprendra le cours des sorties logicielles, enfin en tout cas des tutos et des vidéos sur les logiciels évidemment très bientôt.
Et si jamais il y a une autre grosse annonce qui concerne donc cet univers-là, macOS, Macintosh, bah évidemment je reprendrai la parole, après être sûr d'avoir un peu analysé les choses, de pouvoir vous donner des informations qui sont assez fiables. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye.